Cette capsule d'information, associée à l'émission Vos finances à l'antenne de TVRL, vous est présentée par le groupe Savoie, les Résidences Soleil. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance du moment où est-ce que vous prenez la décision de venir visiter une résidence avec service. Parce que vous savez, au moment où on prend la décision, on a besoin de services. Mais on avance en âge, à ce moment-là, on a besoin d'autres services. C'est de s'assurer que dans ces résidences-là, qu'il y a tous les services que vous pourriez avoir besoin dans 1 an ou 5 ans, parce que c'est très important. Et aussi, au moment où on vous parle des services et soins, bien de faire une bonne visite avec le conseiller en hébergement et vous assurer d'une chose, que le conseiller en hébergement peut vous donner tous les renseignements et aussi vous les montrer. Parce que bien des fois, on le dit, mais ils ne sont pas toujours là. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du magazine électronique Vos finances. Ça a pris une grande période avant de reprendre parce que la période des vacances durant la période des fêtes a été prolongée un petit peu pour toutes sortes de raisons. Mais nous sommes revenus et nous allons poursuivre jusqu'à l'été. Et cette fois-ci, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de M. Gilles Etier, un économiste de formation qui nous avait déjà visité à la fin de 2010, à la fin de 2011, début 2012, pour venir discuter de l'orientation économique et financière de la planète. Et à sa droite, à lui, nous avons M. Marc Amendola, qui est conseiller principal en gestion de patrimoine au groupe Scotia McLeod. Donc, c'est la Banque Scotia et c'est sa filiale de courtage en valeurs mobilières. Alors, messieurs, bienvenue. Monsieur Etier, je vais commencer avec vous, puisque vous étiez là à la fin 2010, à la fin 2011, début 2012, et vous nous disiez que 2012, selon vous, serait pas mal meilleur que 2011. Remarquez, c'était une prévision assez prudente parce que 2011 a été passablement pourri à plus d'un point de vue. Alors donc, ça ne pouvait que s'améliorer en 2012. Est-ce qu'après presque un trimestre maintenant, ça tient toujours, votre prévision, ça tient toujours la route? Ça dépend où. Aux États-Unis, en Amérique, oui, parce qu'on voit évidemment qu'il y a beaucoup moins de volatilité, que la confiance, évidemment, des investisseurs qui est reliée avec baisse du chômage, augmentation du PIB au niveau des États-Unis, qui est quand même on calcule de 4,8, là, prévision, c'est quand même bien. Des fois, on parle de 2,8, mais quand même. Tout ça mis ensemble, on voit que les investisseurs n'ont pas vraiment entré dans le marché encore. Et on parle des moyennes entreprises qui sont excellentes, qui sont des créations d'emplois. On parle évidemment des autres grosses entreprises, etc. Et aussi, mais on parle aussi que la crise immobilière, sans se résorber, ça va mieux que ça allait. Alors, tout ça mis ensemble donne confiance aux investisseurs. Donc, prendre du mieux, même si c'est pas encore très évident dans tous les domaines. Je dirais qu'il vient tout juste de sortir des soins intensifs. C'est une bonne image. Oui, mais il n'est pas guéri. Non, il n'est pas guéri. Il n'est pas encore guéri. Même si on est en année électorale aux États-Unis. Bon, il y a une autre affaire aussi. Qu'en année électorale, il n'y a jamais grand-chose qui se passe aux États-Unis. Leur système électoral sont comme ça. Dans les primaires, comme cette année, il y a mais quand même, la business continue à fonctionner. Moi, nous croyons, je ne veux pas avancer de chiffres, mais les États-Unis, ça a toujours été régler une crise mondiale de même. Le début de la croissance commence par les États-Unis. Ensuite, le reste poursuit. Sauf que c'est pas la même chose en Europe. En Europe, c'est loin d'être fini. Quand on parle de la Grèce, les Allemands, certains Allemands de droite disaient que c'était rien qu'une gang de mangeux de sous-la-qui, je regrette, mais c'est pas comme ça que ça se passe du tout. La Grèce, c'est parce qu'ils ont vécu à crédit, ils ont toujours fait défaut depuis leur indépendance de 1884 avec les Ottomans. Est-ce que ça va changer maintenant? À mon avis, ça va faire défaut, ça. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Les banques européennes n'ont pas les moyens de perdre ces créances-là. Mais et la BCE encore moins. Les États-Unis, les Chinois, et même les Hindous veulent leur donner un coup de main parce que d'autres, ils en ont de l'argent, ils en ont plein les garde-robes, comme on dit. Bon, le problème qui arrive en Chine, il y en a moins qu'il y en avait. Ils ont des problèmes, eux autres aussi, là. Pas des gros problèmes. Même s'ils les cachent un peu mieux que chez nous. Même s'ils les cachent un peu mieux. Ben, il y a pas des révolutions. Les gens commencent à sortir dans la rue. Ils ont des rébellions.
Ben, il y a eu une bulle immobilière là. L'immeuble a baissé énormément, tout ça. Alors, c'est pas parce qu'ils le cachent qu'ils n'ont pas leur problème à eux. Le problème, il s'étend à travers la planète. À l'heure actuelle, étant donné que les gens sont descendus dans la rue, en Chine, le gouvernement a assoupli ses mesures de crédit. Parce qu'il avait coupé ça à un moment donné. Mais là, il voit que si ça continue comme ça, la Chine va peut-être... il va se retrouver avec un 4 d'augmentation de leur PIB. Puis ça, Alors qu'ils étaient habitués à des 8, 10, 12 au cours des années précédentes. C'était normal. Vous avez 300 millions qui vivent comme les Européens, comme les Américains. N'oubliez pas une chose, un Chinois à Shanghai, sa télévision, il paye le même prix que nous autres. Bon, mais c'est pas avec 3 piastres par semaine et 5 $ par semaine que le milliard gagne à l'heure actuelle. Donc, il faut créer une classe moyenne. En Chine, ils n'ont pas le choix, sinon les riches... Et ça se fait pas du jour au lendemain. Ça prend 15 ans, 20 ans, 30 ans pour créer une classe moyenne. C'est un fait. Cependant, le côté de l'Inde, qui vont aller aider l'Europe, qui vont acheter des obligations sur les quantités d'Inde que Mario Draghi veut faire, mettons que j'ai un petit bémol là-dessus. J'ai un petit bémol. Je pense que la crise en Europe, elle va se régler entre eux autres. Donc, c'est pas l'intervention extérieure des États-Unis ou des Chinois ou de qui que ce soit qui va régler le problème des banquiers européens. Les États-Unis, à l'heure actuelle, ils aident sous forme de swap. Mais le Congrès américain, les républicains... Pour les gens qui ne connaissent pas, vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est des swaps? Oh mon Dieu, je n'aurais pas dû dire ce mot-là, c'est compliqué. Ça vous apprendra pour la prochaine fois, pensez-y. Ça prend de la lumière. Mettons vite, c'est que le swap, c'est un quantité easing, mais caché, manipulé. Autrement dit, on prête à la décision. Ça aussi, ça demanderait à être défini. C'est de créer de l'argent sur le marché, d'imprimer de l'argent. Imprimer de l'argent pour avoir de l'argent facile pour consommer. N'oubliez pas que depuis 50 ans, et même avant, c'est-à-dire que les salaires n'ont pas augmenté. Quand on gagnait, un menuisier gagnait 2 piastres de l'heure, la pinte de lait est à 17 cents. Un salaire, c'est le pouvoir d'achat. Vous regardez ça aujourd'hui, mais pourquoi il y a eu une croissance avec le crédit? Mais là, en 2007, ça ne marche plus. Il y a eu un abus du crédit parce que les taux d'intérêt ont tellement baissé que les gens en ont profité pour acheter des maisons plus grosses puis des automobiles plus grosses qu'ils auraient pu. Pourquoi les gens en ont profité? Parce que les gouvernements se sont endettés comme des salauds. Il ne faut pas toujours mettre... les banques ont très bien agi. Il ne faut pas toujours mettre, évidemment, le blâme sur la population, sur les gens. Ils sont encouragés. C'est les gouvernements d'abord qui se sont endettés. Souvenez-vous, vous qui êtes un historien de très grande qualité. De formation, en tout cas. C'est ça, vous êtes de formation. Comme moi, j'en ai connu une formation, mais je suis conseiller en sécurité financière, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Mais, qu'allais-je dire déjà? Moi, j'ai fait perdre mon idée, là. Voilà, vous alliez dire qu'on s'était endetté au cours des 20 ou 30 dernières années, puis à un moment donné, il faut payer la facture à quelque part. On a encouragé tout le monde, les gouvernements inclus, à fonctionner, à consommer avec le crédit, tout simplement. Des gens qui faisaient en moyenne aujourd'hui, mettons, 50 000 $ par année, c'est-tu normal qu'il y ait 6 cartes de crédit dans leur portefeuille? Et les commerçants, nos téléspectateurs, nos téléspectatrices s'en souviennent, ils en connaissent un paquet de monde. Ils arrivent à une place, donnent sa carte. Ah, elle n'est pas bonne. Ah, une minute. Est-ce que vous en avez un autre? Oh, oui. Bien sûr, voilà. Il y en avait 7 à un moment donné que je suis arrivé. C'est bien beau avoir des taux d'intérêt de 23 % ou acheter des meubles à 0 % chez Blue Martino, quand vous savez très bien... Vous ne payez pas avant un an, là. Quand vous savez très bien que c'est Cité financière qui finançait ça à 23 % là. Il y a des affaires cachées comme les autos à 0 %. Mais voyons donc, pour voir si on peut, quelqu'un va vous prêter de l'argent à 0 %. Alors, il y a eu tout ça, donc crédit, à un moment donné, il faut payer ses dettes. Alors, vous êtes comme la plupart des économistes, vous êtes généralement optimiste parce que l'économie à long terme, ça progresse régulièrement. Pas toujours à la même vitesse, mais régulièrement. Je parle de notre économie à nous autres, dans notre bon vieux système capitaliste, là. Nous, oui, mais si on revient à la Grèce et à l'Europe et à l'Espagne, ça a une incidence très particulière sur nous. Faut pas dire que nous, on est à l'abri de tout ça, loin de là. Non, c'est une très forte économie au monde. On parlait de l'Italie. L'Italie, écoutez, c'est la 3e plus grosse économie en Europe, là. C'est important. La vertueuse Allemagne qui disait qu'on va revenir au drame, un instant, ils ont besoin de l'Europe. Sans l'Europe, l'Allemagne, elle crève. Tout à fait, c'est un pays exportateur. S'il n'y a pas d'acheteurs autour d'elle, évidemment, les exportations vont tomber et l'économie va tomber aussi. Prenez comme une crise en Europe et que le monde ne dépense plus, mais une crise en Amérique que le monde ne dépense plus. La Chine a des problèmes. Mais en Europe, c'est 450 millions de consommateurs, là, puis c'est pas des gens pauvres, ça, là.
Mais c'est des gens qui sont nettement au-dessus du pouvoir industriel moyen. Absolument, absolument. Monsieur Amendola, vous êtes plutôt comptable de formation, alors vous calculez à la fin de l'année qu'est-ce que ça a donné comme résultat. Agré, il ne faut pas l'oublier, c'est pas pareil. Et vous vous méfiez un peu des prévisions, mais vous êtes généralement considéré comme un prévisionniste plutôt pessimiste, je dirais. Réaliste. Réaliste. Maintenant, on parle de l'économie. La Grèce, l'histoire de la Grèce, ça me fait toujours sourire un petit peu. C'est comme... on met beaucoup d'emphase sur la Grèce. Ça fait plaisir aux Américains que l'emphase est sur la Grèce. Ça fait des grosses manchettes dans les médias. Oui, mais la réalité, c'est que c'est comme si la Grèce, c'est un ongle incarné. La gangrène est prise aux États-Unis, puis on met le focus sur la Grèce. Ça fait plaisir. L'économie ne reprend pas. C'est pas vrai. On a vu... Quand je vois les Américains avec Bernanke qui diminuent les taux devaient être bas jusqu'à la fin 2012. Et là, on est rendu à la fin 2014 pour 3 ans. On dit ça à l'avance. De 3 ans à l'avance, on n'a jamais vu ça. C'est un signe où se situe l'économie lorsqu'on voit les taux qui sont tout près de zéro, taux directeur à 1 % et on dit qu'ils vont rester bas jusqu'à la fin 2014. On a baissé les prévisions de croissance récemment aux États-Unis encore. Ça fait 3 fois qu'on les baisse. Okay. Là. Donc, et là, si l'économie allait si bien et le reprend, je ne crois pas du tout le taux de chômage récent qui est sorti à 8,4 %. Le vrai taux de chômage aux États-Unis de 16 ou 17 %. Il faut faire nos devoirs, aller voir les jobs qui sont créés, puis la méthode de calcul. Ça, c'est une autre histoire. Mais si l'économie allait si bien et reprenait, pourquoi qu'on garde les taux à zéro, pratiquement à zéro, et qu'on vient d'annoncer que ça va être comme cela pour 3 ans? Donc, la croissance, la reprise économique, elle est extrêmement fragile. C'est vrai. Et ça ne prendrait pas grand-chose pour la faire basculer. Définitivement pas. Mais pour l'instant, ça tient la route. Ça tient la route, mais on a encore diminué. La Chine, avant hier, a diminué ses réserves, encore une fois. C'est tout de l'artificiel. Cette économie-là, mondiale, que ce soit le Canada, les États-Unis, l'Europe ou la Chine, c'est tout maintenu artificiellement. On baisse les réserves, on baisse les taux, on donne du quantitative easing, comme on disait, on imprime de l'argent. Donc, c'est pas par elle-même que l'économie fonctionne. C'est parce que les banques centrales occidentales la maintiennent artificiellement en vie. C'est juste ça, et c'est partout sur la planète. C'est artificiel. On a un surendettement qui date d'une 30aine d'années. Il faut faire, excusez-moi l'anglicisme, le deleveraging. Il faut diminuer cet endettement-là. Ça va prendre des années. Et en attendant, l'économie va être très, très fragile. Et il faudra faire attention, car présentement, la bourse, les profits c'est des profits records actuellement, des marges records. Donc, on a des profits records, des marges nettes records, des marges brutes records. Ça ne pourra pas tenir la route très longtemps. C'est aussi Exactement. Des bénéfices de cet ordre-là pour les compagnies inscrites à la bourse. Définitivement. Et lorsqu'on prend, j'aime la méthode d'un type comme Rosenberg, on fait des moyennes de 20 ans de profit. Présentement, on dit que la bourse se transige à 13-14 fois les profits, qui est le ratio historique est à 14 à peu près, dépendant de quelle date qu'on prend. Mais lorsqu'on prend les profits normalisés sur 10 ans, la bourse transige à peu près à 19 à 20 fois les profits, donc 30 % plus élevé que la moyenne historique. Bon et dans des cas de profits records et de marge records. Et avec de la dette, et avec des taux à zéro, et avec de l'argent, Helicopter Ben qui lance de l'argent partout par l'hélicoptère, qui imprime de l'argent. Donc, cette reprise-là, elle est très fragile et j'encourage les investisseurs à être encore très prudents avec leur portefeuille. Alors, quand vous parlez à vos clients sur une base quotidienne, c'est ce que vous leur dites, vous leur prêchez la plus grande prudence. Définitivement. Et de faire attention, c'est pas parce qu'on a eu des bons résultats depuis 2 ou 3 ans, ça va poursuivre à cette vitesse-là. Non. Ça peut pas, selon vous, poursuivre à cette vitesse-là? Je ne crois pas. Actuellement, la bourse, elle est déconnectée de la réalité économique et elle va tendre vers sa valeur intrinsèque qui est l'économie. À un moment donné, dans un camion, on avait 10 employés, on a coupé, on est rendu une entreprise de 10 employés, on coupe, on est à 8, on coupe à 7, on coupe à 5. Ça prend quelqu'un pour conduire le camion puis répondre au téléphone. On ne peut plus couper non plus. Les entreprises sont rendues très, très lean et quand tu es rendu, il y avait du gras. Là, on est rendu à l'os et il n'y a plus de place à couper. Donc, ça va prendre de la vraie croissance économique. Pour maintenir les bons taux de rendement qu'on a offerts depuis 2 ou 3 ans sur les marchés boursiers. Exactement. Alors, donc, il faut faire attention. Ouais. C'est pas parce que ça semble aller très bien que ça va vraiment très bien. Donc, on a, pas un pessimiste, mais un réaliste et un optimiste, parce que économiste de formation, M. Etty, évidemment, lui, il regarde ça sur des périodes plus longues, de 20, 30, 40, 50 ans, puis il dit l'économie,
a traversé à peu près toutes les tempêtes, y compris 2 guerres mondiales et une récession mondiale dans les années 30, et puis elle est toujours là, et puis elle a toujours réussi à se reprendre. Je demeure toujours très prudent, là, moi, là. Je ne suis pas plus optimiste qu'il faut. Mais je rejoins mon copain, oui, optimiste, mais pas prudent. à 100%. Lui, il n'est pas pessimiste, il est réaliste, mais il dit que ça va pas bien dans l'économie, et il faut faire attention parce qu'il y a des secteurs beaucoup plus mous qu'on pense. Le quantité easing, les gouvernements n'avaient pas le choix, il faut protéger les dépôts, sinon votre système financier est foutu. Il risque de s'écrouler comme à la fin des années 90, par exemple, quand le crédit avait été gelé complètement. Et 1929, faut 1929-1930. 73, alors voilà donc 80, pour 90. le climat économique des prochains mois et des prochaines, comment on dit, trimestres. Est-ce que ce sont les pessimistes qui vont l'emporter ou les optimistes? Bien, on le saura au cours des prochains mois. On aura l'occasion de s'en parler d'ici ce temps-là et peut-être de réinviter ces deux personnes-là. On va faire une pause et on va revenir dans quelques instants. Et en revenant dans quelques instants, je vais vous expliquer rapidement comment faire pour trouver de très bonnes entreprises inscrites à la bourse. Il y en a 256 juste à la bourse de Toronto. Et souvent, des gens me demandent où est-ce qu'on les trouve, M. Hintz, les bonnes entreprises. Il y a plusieurs façons de les trouver. Il y a évidemment les analystes financières, mais ça, c'est compliqué. Et il y a quelqu'un qui m'a donné un truc à un moment donné, un vieux loup, comme on dit. Il dit, au lieu de regarder les chiffres, tu devrais regarder ceux qui provoquent les chiffres, c'est-à-dire les dirigeants des bonnes compagnies. Voilà. Alors, dans quelques instants, on revient là-dessus, en compagnie de M. Gilles Laitier et de M. Marc Amendola, le dernier de Scotia McLeod, le premier de économiste de Gilles Laitier, conseiller financier. Voilà. Dans quelques instants, on revient. Alors, nous voilà de retour pour le deuxième bloc de cette émission qui en compte 4. Si vous nous suivez depuis un bout de temps et que vous savez comment se déroule cette émission, nous sommes aujourd'hui en compagnie de M. Gilles Laitier, un économiste plutôt optimiste en ce qui concerne le redressement de l'économie au cours des prochains mois et des prochains trimestres, et son collègue à côté de lui, M. Marc Amendola, comptable de formation et conseiller principal en gestion de patrimoine au groupe Scotia McLeod. Donc, c'est la banque Scotia et sa filiale de courtage en valeurs mobilières. Alors donc, nous allons regarder maintenant chez Scotia McLeod et ailleurs aussi, on trouve toute une ribambelle d'analystes financiers. Quand j'ai commencé dans ce métier-là, il y a 30 ou 40 ans maintenant, on m'avait dit, si tu veux faire de l'analyse financière, tu veux faire un CFA, va prendre un diplôme puis tu vas analyser des chiffres là, durant des journées longues pour essayer de voir si les entreprises sont bonnes et si elles s'améliorent ou si elles se détériorent. Et à un moment donné, c'était des études assez longues et assez compliquées. J'ai décidé de chercher ailleurs jusqu'à temps que je trouve un vieux loup qui m'a dit, écoute, les résultats financiers des entreprises, ça a été produit par quelqu'un par la haute direction et son état-major et les employés de la compagnie. Alors, si tu regardes qui dirige la compagnie, tu vas savoir quels vont être les résultats au cours des prochaines années. Et on m'avait donné comme exemple à ce moment-là des gens qui venaient de prendre le groupe Métro en main au début des années 90, Pierre Lessard, qui était donc considéré à l'époque comme un des meilleurs épiciers au Canada. Et même s'il n'a jamais été épicier de sa vie, c'est un comptable de formation et un MBA de Harvard. Mais il connaît très bien ce métier-là. Et lui et son équipe ont réussi à prendre Métro, qui avait changé de président 3 ou 4 fois au cours des 5 dernières années, et à en faire l'entreprise la plus rentable au Canada, dans son domaine à elle, bien entendu. Ça va de soi. Et quelqu'un m'avait dit, regarde ce que ça donne quand tu mets un bon président à la tête d'une bonne entreprise. Et il y en a un qui s'en vient là, actuellement, dont on va parler beaucoup au cours des prochaines semaines. C'est dans le domaine ferroviaire cette fois-là. Et c'est un monsieur qui connaît très bien ce métier-là. Il a pratiqué ça depuis des années. Et au cours d'une prochaine assemblée annuelle, il devrait être nommé président d'une nouvelle compagnie. Parce qu'il a quitté une compagnie il y a 2 ou 3 ans déjà, une compagnie ferroviaire, pour partir à la retraite. Et puis là, ben, une autre compagnie sont allés chercher, puis ils ont dit, il est trop jeune pour prendre sa retraite, puis il est trop bon pour rester à rien faire. Alors donc, ils l'ont engagé chez eux, à prix d'or, semble-t-il. Mais enfin, ça, on en saura peut-être un peu plus lors de l'assemblée annuelle. Donc, si vous regardez qui dirige la compagnie, vous avez des bonnes chances de savoir quels vont être les résultats financiers au cours des prochains trimestres et des prochaines années. Voilà, c'est juste ça que je voulais vous dire. Au lieu de regarder les états financiers,
Parce que si vous prenez 10 analystes financiers sur Métro, mettons, vous en avez 5 qui vont être très positifs, puis ils vont dire à ce prix-là, il faudrait acheter l'action. Puis vous en avez 5 qui vont être négatifs, puis ils vont dire à ce prix-là, ça serait peut-être le temps de vendre l'action. C'est comme ça que ça se passe, M. Amandola, sur une base quotidienne. Oui, en fait, les analystes financiers s'entendent rarement entre eux, là, à partir d'une même base de données. Sauf qu'effectivement, si on regarde qui dirige la compagnie, et quand il arrive quelqu'un, c'est qui ça, cette personne-là, ce nouveau président-là? C'est quoi son track record, comme on dit? Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie auparavant? En fait, et si on va chercher un très bon président, bien, on risque d'avoir des très bons résultats financiers par la suite. C'est définitivement que ça aide. Puis tantôt, quand je parle de l'économie en situation difficile, il y a toujours des bonnes entreprises à acheter. La direction, comme tu mentionnes, André, est définitivement l'exemple de Pierre Lessard, les gens de chez Couche-Tard. On a d'excellents management et ça part de là. Maintenant, également, il faut regarder le prix du titre auquel le titre se transige, pas du prix en dollars par rapport au court-bénéfice. Donc, et dans quelle industrie l'entreprise opère. Donc, je pense que c'est une industrie en croissance ou une industrie qui est arrivée à maturité, exactement, comme les banques, par exemple. Exactement. Donc, l'industrie, la compagnie et les individus en arrière. Donc, il y a toujours des bons titres à acheter. Tout le temps, des bons secteurs et des bons titres à acheter. Et je crois que dans les années 70, 80, 90, on va prendre un dard, la lancer sur le mur et... À peu près n'importe quelle compagnie, ça allait monter d'ici 2 ou 3 ans. Mais depuis une dizaine d'années, on voit que là, cette industrie-là de valeur mobilière où on saupoudrait un peu partout, l'industrie est peut-être un peu paresseuse jusqu'à un certain point, là, il va falloir faire nos devoirs et cibler, travailler plus fort, comme dans plusieurs gens travaillent plus fort dans leur... On le sait aujourd'hui, dans l'économie plus difficile, et les meilleurs et ceux qui travaillent plus fort vont se démarquer. Et il faut faire nos devoirs au niveau des secteurs, et il y a des bonnes entreprises à acheter toujours. Donc, peu importe le contexte économique et boursier, qui sont deux affaires totalement différentes, il y a toujours des bons secteurs et des bons titres à privilégier. Parce que le prix des actions, c'est évidemment comme le prix des denrées à l'épicerie ou le prix de n'importe quel autre produit. Ça monte et ça descend. Oui. Alors, il y a des titres, à un moment donné, qui se vendent à escompte, c'est-à-dire à un prix très bas, très proche de leur prix le plus bas des 52 dernières semaines. Puis il y en a d'autres qui se vendent à prime, c'est-à-dire près du sommet de leurs 52 dernières semaines. Alors, de celle-là, il faut se méfier, puis de celle-là, il faut plutôt regarder. C'est un des facteurs, André, mais je dirais aussi qu'il y a toujours, parce qu'il faut faire nos devoirs, il y a toujours des bonnes entreprises. Il faut regarder le contexte dans lequel on est. Et le marché a tendance à surévaluer les titres et à sous-évaluer certains titres. Et le rôle du conseiller, lorsque c'est surévalué, c'est de vendre, prendre des profits. Et lorsque le marché exagère la baisse, parce qu'il y a à la baisse également, de faire des acquisitions à la baisse. Donc, c'est au rôle du conseiller de profiter de ces variations, ces écarts de marché-là. Il faut savoir quand ce serait le temps de vendre et quand ce serait le temps d'acheter. Et les gens qui font le plus d'argent, la plupart du temps, ils font le contraire de ce que fait la foule. C'est-à-dire, quand la foule achète et les prix montent, ben eux, ils vont vendre. Et quand les prix sont très bas et que personne ne veut acheter, bien là, à ce moment-là, ces gens-là vont aller acheter des titres des banques. Comme ça s'est fait en 97, 98, par exemple. C'est un excellent commentaire, André, que tu fais là. Et l'année passée, tu te souviendras, moi, ça me faisait sourire. Un peu à la fin de 2010, les spécialistes disaient souvent dans les médias, il fallait parler des obligations à long terme. C'est le dernier endroit à aller investir. Et ça a été l'endroit qui a donné 18 de rendement. Qui a été les plus rentables. Ça a été l'endroit le plus rentable en 2011 avec plus 18 des obligations à long terme. Et du même côté, tout le monde parlait de marché émergent. Ça me fait tellement sourire. Marché émergent. Mais à quel prix? Et eux, ils ont planté. Et ça a été moins 20 en Chine l'année passée, moins 20 au Brésil, moins 20 aux Indes à peu près. Donc, parce que ça avait fortement monté les années précédentes. Exactement. Ça ne pouvait pas maintenir ce rythme-là. Si on reprend j'appelle ça les bruits, moi, tous les bruits disaient d'acheter marché émergent et de fuir les obligations comme la peste, il fallait faire le contraire. Donc, je ne dis pas nécessairement de faire le contraire pour faire le contraire. Il faut faire ses devoirs, encore une fois. Il faut travailler plus fort et analyser les chiffres correctement. Les conseillers financiers sont là pour faire ce boulot-là à la place des gens qui nous écoutent et qui n'ont pas le temps ou les connaissances pour faire ce genre de recherche-là. Pour ça, il faut le faire. C'est ça. Voilà. Dans tout business, il y a des premiers de classe, puis il y a le cancre de la classe.
On dit toujours qu'il faut, au niveau des marchés, il y a toujours une question d'offre et de demande. Monsieur le sait, il y a des vendeurs, il y a des acheteurs. Quand ça devient trop acheteur, quand ça devient trop vendeur, on dit toujours, évidemment, qu'il faut acheter dans le pessimisme, se consolider dans l'optimisme et vendre dans l'euphorie. C'est facile à dire. Ça, c'est timer le marché, c'est impossible. Alors, il faut respecter monsieur le marché, le général le marché, c'est sûr. Mais concernant, moi, qu'est-ce qui m'embête beaucoup? Lorsqu'on voit les journalistes, c'est pas parce qu'ils sont pas bons, il faut qu'ils écrivent un article. Quand je vois ça, des fois, je me dis, voyons donc, qu'est-ce qu'il dit là? Ça n'a pas un mot du bon sens. Mais eux autres créent la nouvelle. Les ce ne sont pas des Vous en analystes. parler, ça fait un bon bout de temps que je fais ce métier-là. Ce ne sont pas des analystes. Les journalistes, ils regardent des analystes financiers. Voilà. Et puis, ils vont prendre leur papier puis ils vont essayer de résumer ça. Moi, ce que je m'amusais à faire quand j'étais au Journal des Affaires, j'en prenais 3 ou 4 qui disaient ce titre-là, il faudrait le vendre, puis 3 ou 4 qui disaient celui-là, il faudrait l'acheter. Alors, je disais, maintenant, vous en savez autant que moi là-dessus. C'est à vous de décider. Ou bien vous vendez, ou bien vous achetez. Le Journal des Affaires, ça a toujours été un journal financier qui était très sérieux. Je parlais plutôt ce que les gens habituellement lisent. Je ne veux pas nommer le nom du journal, des quotidiens, tout ça. C'est sur une base quotidienne. Ben, c'est ça, c'est Ou ce complètement qu'ils entendent différent. à la radio ou à la télévision. Parce que le surtout. Journal des Affaires, vous savez très bien que celui qui fait un article, un analyse, il ne fait pas ça tous les jours. Là. Donc, lui, il a le temps de se préparer, puis c'est bon, etc. C'est complètement différent. Il a le temps de comparer. Mais comme monsieur dit, il y en a des bons stocks, il faut les trouver. Mais moi, personnellement, celui qui s'accote sur un indice et puis il s'imagine qu'il va faire du rendement quand il en met 200, bien, c'est toujours la même chose. Aller aux courses, gager sur les 10 chevaux, la picouille va manger le profit du favori. C'est sûr que vous allez gagner. Sur Mais les c'est pas 10, sûr que vous la allez faire de picouille va l'argent. par manger exemple. votre favori. À un moment donné, il faut faire des choix. Il y en a un qui vous fait faire de l'argent, puis il y en a un qui vous C'est fait ça, perdre. absolument, absolument. Bon. Et puis, ça dépend des moments, puis ça dépend des périodes. À l'heure actuelle, je ne sais pas si monsieur est d'accord avec moi, mais les matières premières, et c'est ce qui va aller bien au Canada, il va y avoir pas une grosse remontée. Ils sont égales. On dirait qu'il va y avoir une demande pour ça. Bon, on verra. Mais je ne pense pas qu'on fasse des 33 de rendement au niveau des indices, mais je ne veux pas dire de rendement, mais je pense que ça va commencer aux États-Unis. C'est à un moment donné, est-ce qu'il y a des secteurs que vous privilégiez et des secteurs que vous redoutez davantage? Actuellement, les titres, avec le pétrole, entre autres, je ferai attention aux titres de pétrole actuellement. Pourquoi? Parce qu'ils vendent très cher. Le baril a touché 103 $. Je pense qu'il y a de 10 à 15 $ le baril, peut-être avec la crise présentement qui se produit. Il y a une inflation peut-être sur le baril. Autour de l'Iran, peut-être? Autour de l'Iran. Et combiné à l'activité économique qui risque de ralentir. Donc, les titres de pétrole, je fais attention du côté pétrole, pas au niveau gaz. Au niveau pétrole, je serais plus prudent de ce côté-là. Au niveau des compagnies, des financières, je crois que ça va rester relativement stable. Je ne vois pas de gros changements au niveau des financières. Mais actuellement, je crois que peu importe le secteur, il n'y a pas réellement de secteur, André, que j'aime ou j'aime pas. Mais il va falloir faire ses devoirs et avoir le bon joueur dans le secteur, comme M. Thier mentionnait tout à l'heure. Il faut regarder la qualité du management. Aller dans le bon secteur, c'est une chose, puis choisir la meilleure entreprise, c'est autre chose. C'est autre chose. Et la qualité du management. Alors, il y a 6 grandes banques au Canada. Quelle va être la meilleure au cours de la prochaine année ou des 2-3 prochaines années, par exemple? L'indice est à sa résistance. Il va envoyer des dividendes. C'est quoi, ça, une résistance? Les marchés, à un moment donné, au niveau des indices, tu les vois dans le secteur financier. À un moment donné, prenez comme il était à 80. Plafond à quelque part. Il faut qu'il dépasse la résistance, puis je pense pas qu'il la dépasse. Quand il la dépasse, à ce moment-là, vous avez une croissance au niveau du stock habituellement. Je dis pas à 100 %, là. Mais quand on surveille bien ça, une bonne connaissance comme M. A, il peut se tromper à 20 % donc il est toujours gagnant. Bon, alors voilà, on va faire une autre pause qu'on me réclame, mais on va revenir ensuite pour le 3e bloc de cette émission pour voir comment on pourrait vous donner d'autres judicieux conseils éventuellement pour vous permettre de mieux gérer vos finances personnelles et familiales. Dans quelques instants, accompagné de M. Gilles Laitier et de M. Marc Amandola de Scotia McLeod. Gilles Laitier, c'est Gilles Laitier, conseiller financier, spécialement dans le secteur des professionnels et autres petites entreprises du genre. C'était moyenne entreprise seulement, exactement, oui. Bon, voilà. Alors, on revient dans quelques instants, tout de suite après la pause. Et à ce moment-là, on va regarder d'autres débats que vous avez peut-être eu dans le temps des fêtes chez vous, lors de vos réunions familiales. On est en période des REER actuellement. Qu'est-ce qu'on fait? On va dans le REER ou on va dans le CELI, par exemple? Un nouveau véhicule qui existe maintenant depuis 5 ans.
Voilà, nous voilà revenus pour le 3e bloc de cette émission en compagnie de nos 2 invités d'aujourd'hui, M. Gilles Laitier, un conseiller financier et économiste de formation, et de M. Marc Amendola, un comptable agréé qui est conseiller principal en gestion de patrimoine au groupe Scotia-McLeod. Et je cherchais tout à l'heure un nom que j'ai trouvé durant la pause. Vous connaissez peut-être au moins de nom et de réputation une entreprise qui s'appelle Equifax. C'en est une dont on parle dans ce livre et dont on explique les mécanismes, comment fonctionne cette entreprise, comment on établit votre code de crédit, etc., comment vous pouvez faire corriger ça quand il y a des erreurs. Alors, c'est un bouquin qui peut être intéressant. Je n'ai pas retrouvé le prix, malheureusement. Alors, c'est bien utile sur un communiqué de presse quand on marque le prix du bouquin, parce que le journaliste se dépêche de le donner. Ça aide des gens à décider est-ce que je vais investir 18, 19 piastres, 20 piastres là-dedans, ou si ça ne vaut pas plus que 11, 12 piastres. Alors donc, voilà, Equifax. Vous chercherez ça dans un bottin téléphonique qui ont des bureaux, je pense, un peu partout à travers le Québec. Ça en est une de ces compagnies qui fait des notes de crédit individuelles pour des gens comme vous et moi. Et je vous disais donc, durant la période des fêtes, vous avez eu des réunions familiales et on en profite souvent, non pas pour discuter at large, comme on dit, de notre situation financière ou de notre bilan de santé, mais ce qu'on fait, c'est qu'on parle de certains sujets comme les REER, par exemple, ou le CELI, un nouveau véhicule qui existe depuis 5 ans. Alors, M. Amendola, les CELI, c'est un compte d'épargne libre d'impôt. Qu'est-ce qui est libre d'impôt? C'est pas l'argent qu'on met là-dedans, parce que ça, contrairement au REER, ça ne donne pas de déduction fiscale. C'est simplement les rendements qui sont là-dedans. Exactement. Qui ne seront jamais imposés. C'est ça. Le CELI, qui est un véhicule qui a été introduit en 2009. Donc, on est dans la 4e année cette année. L'investisseur a droit à 5 000 $ par année. Donc, on est rendu maintenant à 20 000, 9, 10, 11 et 12. Par personne. Par personne. De 18 ans et plus dans la famille. Exactement. Maintenant, la beauté du CELI, premièrement, tous les revenus accumulés, que ce soit de l'intérêt, du dividende ou gains en capitaux, sont libres d'impôt. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, on n'est pas imposé sur tous les revenus générés. Ni maintenant, ni au décès. Jamais. Jamais. Donc, c'est un véhicule très bon pour les gens qui sont rendus à 72 ans et qui doivent commencer à sortir l'argent des REER en les convertissant en fer ou en rente ou autrement. Oui, les gens qui ont les moyens, en fait, comme je dirais que la première affaire qu'il faut faire, c'est maximiser ses REER. La deuxième chose, payer ses dettes. Moi, avant que Et le 3e élément, en ordre, j'irais dans le CELI. Donc, dès que les gens qui ont encore des dettes non déductibles, comme des prêts auto, des hypothèques personnelles... Des prêts étudiants ou des choses comme ça. J'irais avant, exactement, payer ma dette. Donc, on maximise le REER, on a un retour d'impôt là, si on a un taux d'impôt marginal intéressant. La deuxième chose, on paie nos dettes. Et le 3e élément, je vais dans le CELI, parce que le CELI, la beauté, comme je disais, c'est que le montant de 5 000 $ par année s'accumule, n'est pas perdu si on ne le donne pas. C'est comme le REER, si vous ne faites pas la contribution une année, ça s'accumule sur les années suivantes. Exactement. Et vous pourrez vous reprendre un peu plus tard. Est-ce que vous prendriez le même ordre? Ah, M. Amendola dit le REER, les dettes, ensuite le CELI. Non. Ça ne marche pas de même. Quand on planifie quelque chose, un CELI, pour moi, c'est un compte de banque, pas de chèque. Okay. Et puis, il faut absolument avoir la discipline de se mettre des réserves dans la vie. Payer ses dettes, oui, c'est bien important, mais payer ses dettes, puis peut avoir une somme dans son compte de banque, quand il arrive un petit pépin, là, on est mal pris. Cependant, le CELI, on ne doit pas prendre ça le moins possible, mettre ça dans... Il faut faire de l'épargne. Pas mettre ça dans un compte de banque à la banque. Mais avant de faire de l'épargne, M. Etier, il faut commencer par payer les dettes, non? Non. Vous pouvez faire de l'épargne avant de payer les dettes. Alors, on ne prendra pas de REER tant et aussi longtemps que notre carte de crédit puis nos dettes d'auto ne seront pas payées. Ça revient au même. Okay. Non, c'est pas là. C'est parce que là, non, moi, la nuance que je mets à ceci, M. Etier, c'est que le REER, l'individu met, on va dire, 10 000 dans le REER, mais le retour d'impôt du REER, c'est qu'il y a un retour d'impôt, on va dire, entre 40 et 48 %, le taux marginal dépendant du revenu de la personne. Mais c'est un retour, ça fait, le montant qui va être dans le REER va être à l'abri de l'impôt dans le futur. Le retour d'impôt qu'on a, moi, je paierai mes dettes en premier. Et lorsque les dettes seront payées, après ça, on s'en va au niveau du CELI. C'est l'idéal. C'est l'idéal de payer son hypothèque, payer ses cartes de crédit à temps, et etc., etc., etc. Ça, c'est l'idéal. Mais moi, j'en suis... Il y a très peu de choses qui peuvent faire ça. Très peu de personnes qui peuvent faire ça, année après année. Le CELI, c'est un compte de banque, pas de chèque. Il faut avoir une réserve quelque part pour les coups durs. Ça peut toujours arriver un coup dur. Bien beau payer ses dettes, mais quand tu n'as pas une somme dans ton compte de banque, il t'arrive un petit pépin. Il arrive toujours des pépins dans la sécurité.
Et aussi, le gouvernement a voulu établir le CELI pour encourager les gens à économiser, à avoir de l'avance. Les dettes, personnellement, ça me fait pas peur. Moi, les dettes, tant que le gars, il paye ses paiements, à moins que ce soit des affaires de fou. Ce sont toujours les baby boomers, toujours la même génération de ces personnes qui sont nées dans les 20 ans, qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale dans tous les pays industrialisés. Ce sont ces gens-là qui ont poussé les gouvernements à créer, en 1957 au Canada, par exemple, les REER. Et là, comme ça, la majorité de ces gens-là approchent l'âge où ils vont être obligés de décaisser les REER, c'est pour eux aussi qu'on a créé les CELI, pour mettre l'argent dans un véhicule où ça ne sera plus imposé. Moi, je suis dans un monde différent de monsieur. Bon, à savoir, quand on fait de la planification, tout ça, je me rends compte que les jeunes prennent beaucoup de CELI. Puis ils prennent des REER aussi. Je parle d'un jeune médecin, un jeune dentiste, etc. Absolument. Ils vont sur les deux. Ça, c'est la clientèle que vous desservez, vous? Oui, mais même une autre clientèle de cadres, etc. Bon, quand vous avez une famille de 4 enfants puis que vous faites un salaire de 50 000 par année familial, CELI, veux-tu, on n'en parlera pas, là. Ils ont même... Pas pour l'instant. Ben, c'est parce que, à un moment D'autant donné... plus que les droits de cotisation s'accumulent aussi longtemps qu'on voudra. Là. Absolument, mais la beauté du CELI, c'est de, mettons, vous avez 20 000 cette année, vous retirez 10 000, vous pouvez le remettre, votre 10 000 après, puis l'année prochaine, ça va être un 6 000 En plus des contributions de 5 000 par année qui vont s'accumuler. Absolument. Aujourd'hui, le type ne peut pas avoir plus que 20 000. Un petit peu plus, il y a eu du... Mais là, on est rendu, là... je retire 10 000. La 5e année, ça fait 25 000 ou 20 000. Non, c'est la 4e. C'est la 4e. C'est le début de la 4, là. Donc, c'est 20 000 qu'on peut mettre là, cette année par personne. Depuis janvier, 20 000. OK. C'est sûr qu'on commence à s'en occuper. Je sais bien que moi, j'ai des jeunes enfants, un fils qui sont des professionnels maintenant. Ils sont, au lieu de mettre un compte de banque, pas de chèque, mets ça dans un CELI, mais mets pas ça à la banque à 1 parce que, et c'est normal, la banque ne peut pas vous donner de rendement dans un compte de banque. Ça, tout le monde sait ça. Bien là, oubliez le CELI, ça vous donne rien. Il faut quand même avoir une planification intelligente. Si je prends un CELI, je fais de l'épargne systématique, puis quand j'en ai besoin, il est là. Mes dettes, si je les paye, les autos, qui achètent une voiture comptant maintenant? Nous, un certain maintenant, oui, peut-être, mais je vais mettre ça sur le leasing dans le temps. Ça, c'est une dette. Bon, carte de grisons. Différentes formes de financer des automobiles sans sortir de gros montants. On va payer mon hypothèque avant de prendre un CELI. On paye là ton hypothèque, parce que ça te prend une réserve. Moi, je vois ça comme ça, et le but premier du CELI a été inventé comme ça, à savoir que les gens aient un petit peu plus de cash flow. Alors, quand le monde, ils n'ont jamais eu une scène de côté, puis là, ils ont 5 000, ils ont 10 000, ils ont 20 000. Le plus grand risque, c'est d'avoir trop d'argent dans son compte de banque. Tout le monde sait ça. Sauf le CELI. C'est pas pareil. C'est un investissement, c'est encourageant. Puis quand vous avez ramassé cette somme-là, et c'est prouvé que les gens gaspillent moins, puis ils dépensent moins, puis ils font plus attention à leurs dépenses parce que ça, ils veulent pas Attendez un peu. J'ai ici un cas très concret. J'ai entendu des jeunes travailleurs qui arrivent sur le marché et au début, ils ont dit on ne mettra pas l'argent dans les REER, on va mettre l'argent dans le CELI parce qu'actuellement, j'aurai une déduction REER de 30 ou 35 % seulement. Tandis que quand je serai rendu à 40 ou 45 % je pourrais prendre l'argent dans le CELI et envoyer ça dans le REER. Et là, j'aurai une déduction beaucoup plus importante. Est-ce que c'est une stratégie qui tient la route? Non, ça c'est pas mauvais, André. Ben, pas dans ces salaires-là. Non, mais ce qu'André mentionne, c'est pas mauvais du tout. Il faudrait voir le cas spécifique, André, mais c'est pas un mauvais point qu'André mentionne. Avec le taux marginal d'impôt, qui est peut-être un petit peu plus faible que les gens qui commencent, c'est pas une mauvaise idée, au moins, de garder le cash là, puis attendre d'avoir un taux d'impôt un peu plus élevé. Je pense pas que c'est une mauvaise idée. Mais c'est du cas par cas. Il y a une autre affaire aussi, c'est loin d'être bête, parce qu'à un moment donné, quand vous descendez votre revenu en bas d'un certain montant, c'est plus que la déduction, parce que là, vous enlevez vers votre impôt minimum. Quand on baisse en bas de 30, mais toi, vous êtes comptable agréé, vous savez, vous, quand on baisse en bas d'un certain niveau, des fois seulement le 2 000 de différence vous donne un retour d'impôt beaucoup plus important. Il y a cette stratégie-là à faire qui n'est pas bonne pour tout le monde. Enfin, le CELI, écoutez, là, c'est un compte de banque, pas de chèque. C'est tout simplement, c'est ça. C'est une bonne formule et c'est pour ça que vous la répétez sans doute. C'est une excellente formule. Économisez, mettez-vous un 20 000 de côté au cas où. Tout le monde, normalement, ils le font pas, ils peuvent pas le faire. Nos impôts sont trop chers, tout ça. Mais d'avoir un 3 mois d'avance du revenu qu'ils gagnent, mais ça, c'est pas facile. J'ai entendu d'autres personnes aussi qui arrivent à 60 ans ou qui arrivent à 65 ans ou qui arrivent surtout à 71 ans et qui disaient
il faut aller chercher, par exemple, le régime de rente du Québec le plus rapidement possible, et d'autres qui disaient non, attends, parce qu'il va être trop réduit pendant trop longtemps. Ben oui. En fait, il va être réduit de 30 5 par année, c'est une grosse réduction, ça, pour le restant de vos jours. Ça dépend de votre revenu. Monsieur est au courant, vous allez le chercher, vous leur donnez à l'impôt. Ça dépend du revenu, ça dépend de la santé. Je veux dire, André, maintenant, avec l'espérance de vie, il n'y a pas longtemps, il y a une vingtaine d'années, c'était 72-73 ans. On est rendu à 80-82 ans. Ça m'apparaît peut-être, aujourd'hui, des gens, ça vaut peut-être la peine d'attendre à 65. Je n'ai pas fait le calcul parce qu'on va avoir le montant de 30 de plus pendant une vingtaine d'années. Donc, il y a une question de santé, une question de leurs autres investissements. Il faut regarder c'est du cas par cas. Oui, puis si votre épouse est plus jeune que vous, mais à ce moment-là, vous pouvez, à ce moment-là, elle arrive, elle... Utiliser son âge à elle pour faire des retraits, mettons, du fer. Vous pouvez y en donner une partie pour faire une espèce de split de revenus. Pas à 100 %, je crois que la loi ne le permet pas. Alors, il y a plusieurs façons, mais ça, c'est du cas par cas, là. Moi, personnellement, si j'avais une petite pension, puis j'en arracherais, bien, mon 500 $ par mois, je me contrefiche que je vais avoir 700 dans 5 ans, c'est tout de suite que j'ai besoin de mon 500 $. Tout à fait. Et ça, c'est du cas par cas. Mais idéalement, pour moi, pour monsieur, notre... charmant réalisateur qui me regarde, qui fait des signes, qui arrête de parler, c'est complètement différent. Il y a d'autres personnes aussi qui disent qu'il faut retirer le plus tard possible, et d'autres qui disent non, il faut que tu fasses un plan de retrait parce qu'autrement tu vas te faire attraper à 72 ans. Quand tu vas être obligé de commencer à retirer tes REER, puis tu auras ta pension de vieillesse et puis que tu auras à ce moment-là ton régime de rente du Québec. Moi, je rencontre un paquet de gens qui ont fait des planifications comme ça, et puis c'est du cas par cas. Il faut regarder chaque cas, il n'y a pas de règle générale, il faut regarder chaque cas en particulier. Alors, on va faire une autre pause et on va revenir ensuite pour le 4e bloc donc, de cette émission. Alors, vous demeurez là, on revient dans 2 petites minutes. Alors, durant la pause, on m'a signalé qu'en plus d'Equifax, il y avait une autre compagnie qui était très connue ici au Québec qui s'appelle TransUnion. Alors, peut-être que si vous voulez savoir votre code de crédit, où est-ce qu'elle est située, vous pourriez appeler une de ces 2 compagnies-là, Equifax ou TransUnion. Voilà, si vous avez d'autres informations comme ça, on les prend toujours avec plaisir, bien entendu. Et si vous voulez communiquer avec nous, bien, je vais retrouver mon papier. J'ai réussi à le perdre à peu près à chaque pause. Où est-ce qu'il est, mon papier, où j'ai... Ah, voilà, ici, donc. Pour communiquer avec nous, vous pouvez toujours d'abord commencer par écouter l'émission qui est diffusée en première diffusion à TVRL de Laval, donc à 21h le samedi, ou bien à 10h le matin le lundi, ou bien à 21h30 le mercredi. Et puis, ensuite de ça, bien, c'est rediffusé à différents autres moments. Et surtout, c'est mis sur l'Internet. Et là, bien, où que vous soyez au Québec ou ailleurs au Canada ou ailleurs dans le monde, vous pouvez toujours écouter cette émission-là, donc en allant sur le site tvrl.ca. Ça, c'est notre site Internet. Et quand vous êtes rendu là, bien, vous cherchez l'émission Vos Finances et puis vous pesez sur le bouton, on va vous donner les émissions Vos Finances. Par ordre chronologique, vous regardez la date qui vous intéresse et vous pouvez regarder l'émission de votre préférence aussi souvent que vous voulez. C'est tout à fait gratuit, bien entendu. Ça, c'est les merveilles de la technologie. Je vous dis ça parce qu'on reçoit des fois des commentaires qui viennent de l'extérieur. Et c'est toujours surprenant de voir comment ça se fait qu'il y a des gens qui nous écoutent, par exemple, en France ou en Belgique. Et quand on parle avec eux autres, ils nous disent, bon, on vous regarde sur Internet, tout simplement. Et puis, bon, il y a des militaires canadiens et d'étrangers qui regardent ce genre d'émissions-là aussi parce que ça les intéresse. Et puis, pour communiquer avec nous, bien, vous pouvez toujours faire le 450-973-8005 ou alors le 514-973-8005. Alors là, on me donne le 514 et le 450. Il doit y avoir un des 2 codes postaux qui n'est pas très bon ici. Là. Il doit y avoir une erreur, mais enfin. Et puis, pour communiquer avec moi personnellement, bien, vous faites 514-931-0746, tout simplement. 514-931-0746. Et puis, je retourne les appels habituellement dans 24 ou 48 heures. Et puis, vous pouvez aussi communiquer avec nous en allant, notre adresse courriel, c'est TVRL, qu'est-ce que j'ai ici? TVRL.ca, ça c'est le site Internet. Et AL11 FINA, FINA. C'est quoi ça, cette affaire-là? C'est notre adresse courriel, je pense.
Mais enfin, si vous appelez au numéro de téléphone que je vous ai mentionné et que vous leur demandez info@tvrl.ca, voilà, ça c'est pour communiquer avec nous des informations. info@tvrl.ca, donc, voilà. Et puis ils vont vous donner, donc, cette feuille-là, où ils vont vous la montrer, ils vont vous l'envoyer, je ne sais pas. Les informations sont là-dessus. Et c'est sur Internet maintenant, ça va de soi. Alors donc, c'est plus facile de nous rejoindre et de nous revoir autant de fois que vous voulez. Et c'est tout à fait gratuit, encore une fois. On est aujourd'hui en compagnie de M. G. Laitier, de conseiller financier, G. Laitier, conseiller financier, et de M. Marc Amendola, conseiller principal en gestion de patrimoine chez Scotia McLeod. Ça, c'est Scotia McLeod. M. Laitier, lui, c'est une petite boîte, une petite boutique. Étier Services financiers, il faut le nommer. Étier Très Services financiers, prestigieuse, si vous voulez. excellente. Bon, voilà. D'après son président fondateur, bien entendu. Oui, il n'y a pas de vice-président, il n'est pas encore rendu là. Voilà, ça viendra peut-être un jour. Puis le patron, ça va être mon épouse. Bon, voilà. Alors donc, pour communiquer avec nous, je vous ai donné des coordonnées ici. Et ça, c'est les diffusions de l'automne 2011. J'imagine que de l'hiver 2012, ça n'a pas changé. AL11 FINA. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, ça fait ça. C'est quoi ce FINA? FINA, c'est le site, ouais. Je pense que oui. Hein, c'est une ancienne financier. Ancienne station-service. Ah, FINA comme finance, comme dans l'émission Vos finances, M. Cheton, à l'oreille. Voilà. Alors donc, les premières diffusions, je vous les ai données, je ne vous les redonnerai pas. Mais je vous dis que vous pouvez toujours communiquer avec nous pour nous poser vos questions. On en voit un peu partout maintenant à la télévision, sur d'autres émissions qui nous ont copiées, ou dans des journaux, où des auditeurs ou des lecteurs envoient des lettres ouvertes pour soumettre leur cas. On prend ces cas-là aussi, bien entendu, sauf que pour les avoir, ça nous prend un peu plus d'informations que les 5-6 lignes que vous mettez habituellement sur une feuille de papier. Donc, c'est pour ça que je vous donne encore une fois le numéro de téléphone pour me joindre, le 514-931-0746. Et je vais me faire un plaisir de vous rappeler pour vous poser un certain nombre de questions, dont nos deux invités de la semaine où on parlera de votre sujet. Nos deux invités auront besoin d'un certain nombre de précisions que vous aurez oublié de marquer peut-être sur votre petite lettre. Donc, 514-931-0746. Et j'en ai reçu quelques-unes durant les fêtes. On est en train de travailler au classement de ça. Mais évidemment, il y en a beaucoup qui portent sur les REER et qui portent sur les CELI maintenant, parce qu'il y a ce nouveau véhicule qui est là. Et il y a des gens donc qui se posent des questions, puis des stratégies, des plus jeunes, des plus vieux, etc. Il y a des gens, par exemple, on parle de gens qui manquent de ressources. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent ou qui m'appellent puis qui me disent « On arrive à la retraite, M. Hintz, puis on va avoir encore de l'argent dans nos régimes. » Par exemple, un employé qui a travaillé dans une grande entreprise et puis qui avait un bon régime de retraite là-bas, quand il a quitté et emmené son régime de retraite, ça, on ne peut pas mettre ça dans un REER au complet, en tout cas. Donc, il a mis ça dans un CRI. Et puis, il dit... exactement. Il dit, je vais laisser de l'argent dans mon CRI. Comment je fais pour sortir cet argent-là? Bien, le CRI, c'est comme un REER, sauf que vous n'avez pas le droit de le prendre avant l'âge de 60 ans. Et vous ne pouvez pas le sortir en bloc. Il y a un plafond, en plus d'avoir un plancher. Non, exactement. On ne peut pas le sortir en bloc. C'est un fonds de pension. On fait ça comme un fait. Il y a des pourcentages minimales qu'il faut sortir. Moi, je recommande de sortir le CRI d'abord et le REER ensuite, parce qu'il est plus flexible. Et de ne pas attendre, donc, à la dernière minute de 72 ans pour commencer à sortir non, ça? Absolument pas. Moi, il faut sortir l'argent qui coûte le plus cher en premier. Okay. Ça en a, c'est quelquefois, les gens ils ont beaucoup d'argent, là. Oui. Mais ils disent, les REER, je vais être imposé. Ben oui, mais c'est ça, à ton décès, là... Tu vas être imposé en sortant l'argent du REER, mais tu as une déduction en mettant l'argent dedans. Oui, mais voici, c'est qu'à ton décès, tes enfants, si tu veux protéger tes enfants, il y en a 50 qui viennent disparaître. Les deux gouvernements vont être là. Ben absolument. Alors, parmi vos héritiers, les deux gouvernements vont être là pour en prélever éventuellement jusqu'à 48,2 % cette année, je pense, au Québec. Nous sommes d'avis qu'il faut dépenser, s'il faut aller chercher l'argent qui coûte le plus cher, parce que les comptes de placement, ça s'en va en différé, ça. On ne paye pas d'impôts là-dessus tant qu'ils grossissent. Puis après ça, avec nos séries de fiducie, tout ça, vous en faites sûrement, si retire 8 % je ne payerai pas d'impôts avant 12 ans, des fois 14 ans.
Alors, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'ils organisent Donc, les il y a affaires. des stratégies de dépenses, si je comprends bien ce que vous dites, mais il y a des stratégies de décaissement aussi. Je ne veux pas parler contre certaines personnes qui travaillent dans certaines institutions financières, mais souvent, ils n'ont pas la compétence que monsieur a. Peut-être que nous autres, on a l'expertise, parce que c'est sérieux, planifier une retraite. C'est très sérieux. Et ça ne se planifie pas quand on arrive à 63 ou 64 ans. Mettons, Ça se prépare ouais. dès qu'on commence à travailler et ça se planifie dès qu'on commence à penser qu'on va arrêter de travailler à un moment donné. Il ne faut pas jouer le jeu des fonctionnaires qui commencent à travailler puis ils comptent le nombre d'heures qu'il leur reste à travailler pour avoir leur retraite. Mais le problème, ils ont 29 ans. Non, quand même, il ne faut pas charrier. Bon, quelqu'un, un 5 ans avant, là, c'est très bien. Il y a des ventes de maisons qui peuvent se faire. Donc, là, à partir de 50, 55 ans, si vous voyez beaucoup de maisons dans votre voisinage, comme c'est le cas dans mon coin à moi, là, où il y a beaucoup de pancartes qui sont plantées actuellement dans les bancs de neige, ça, c'est des gens qui sont rendus à 60, 62 ans, là, et puis ils songent à vendre la maison pour s'en aller ailleurs. Peut-être, mais c'est peut-être parce que l'immobilier commence, c'est une bulle qui commence à s'éclater un petit peu. C'est à peu près un plafond actuellement. Les prix sont très élevés. Et les conseillers en immobilier, les courtiers en immeubles nous disent qu'on a peut-être atteint un sommet. Est-ce que vous pensez qu'on a atteint un sommet dans l'immeuble actuel? Ben oui. M. Amanda, c'est aussi votre opinion? Je crois que oui. Principalement pour ce qui est des condos, encore plus que la résidence unifamiliale. Encore plus, je pense que c'est encore plus vulnérable les condos que les résidences unifamiliales. Mais disons que la forte croissance qu'on a eue depuis ça ne pourra pas se maintenir, ça non plus, sinon ça va faire des bulles comme on a eu dans différents pays. Ça fait 15 ans que ça dure, depuis 97, 99, ça fait une quinzaine d'années que ça dure. Là, je pense que ça va se refroidir un tout petit peu. C'est normal. Alors donc, si vous pensez que votre maison là, est encore bonne pour prendre beaucoup de valeur pendant plusieurs années, à long terme, j'ai regardé des chiffres. On constate que le prix d'une maison, une fois que le développement paysager dans le coin est fait, le prix de la maison augmente à la vitesse à peu près de l'inflation, plus 1 ou 2 par année. Oh, c'est beaucoup, 2%. Donc, c'est pas beaucoup. 2 c'est beaucoup. Ça, c'est si vous ajoutez de la valeur sur de la maison. Oui, mais ça, la valeur que vous avez ajoutée, elle vous a coûté ce prix-là aussi. Là. C'est ça. On parle, peut-être, j'en discutais avec un monsieur à côté, mais on est d'accord, les chiffres, c'est à peu près 1 L'immobilier, ce qui est intéressant dans l'immobilier, c'est le système de levier. Mais une maison unifamiliale, c'est pas pareil, là. C'est votre logis. Mais à prendre la valeur, ça, c'est sûr. Mais la peine de lait, il y a de ça 50 ans, elle coûtait 17 cents, puis là, mais elle coûte 2,59 $. C'est même plus que ça, je pense. Je pense qu'on est rendu à 3 $. Ça fait très longtemps que je suis pas allé en acheter une moi-même, alors je peux pas vous La dernière fois que je suis là-dessus. allé, avec un pain et une pinte de lait, je lui ai donné 5 $, puis... Puis il n'est pas venu grand-chose. Ben non, il me manquait 3 $. Ah bon? Ça faisait 10 ans que je n'étais pas au dépanneur. Ça faisait très longtemps. Et vous n'êtes pas nécessairement allé à la meilleure place pour acheter ça. Ben, ça allait... C'est sûr que chez le dépanneur, c'est un petit peu plus cher. Oui, mais c'est ça, tu sais, parce que aller chez Cospo, ça m'aurait pris la journée, le gaz, tout ça. Tu sais. J'aimais mieux aller au dépanneur et payer 3 $ de plus. C'est une question de goût, c'est une question de choix également. Et de rentabilité. Et puis c'est une question de rentabilité puis une question de temps. Alors donc, vous nous envoyez vos questions. C'est toujours celle-là qu'on va privilégier en premier. Je vous l'ai déjà dit, je vous le répète. On aime bien avoir vos questions, vos cas particuliers et vos soumissions. Donc, c'est à partir de là qu'on va fonctionner surtout. Le restant, bien, on va vous donner du matériel comme ça, comme par exemple ce bouquin. Et puis là, il y en a d'autres qui s'en viennent, je les vois venir déjà, parce que mars-avril, ça va être la saison des impôts. Alors, il y a au moins une douzaine d'auditeurs qui vont, pas d'auditeurs, mais d'éditeurs, qui vont publier encore une fois des bouquins, des films de comptables, par exemple, qui vont publier des bouquins sur la déclaration d'impôt 2012. Et là, bien, vous allez voir arriver ces bouquins-là. Je vais essayer de ne pas vous assommer chaque semaine avec ça, mais il y en a quand même quelques-uns que je pourrais vous montrer, parce qu'il y en a qui sont vraiment très bons. C'est vraiment bien vulgarisé. Et la fiscalité, finalement, comme disait l'autre, c'est pas très important si on s'en occupe et puis si on s'en mêle, puis si on en apprend un peu à chaque année. Mais c'est très compliqué si on s'en occupe pas et qu'on veut regarder ça une fois tous les 20 ans. Alors là, évidemment, il y a un grand rattrapage. Voilà donc. Alors, j'ai quelques secondes encore pour remercier M. Gilles Laitier de Services financiers Gilles Laitier et M. Marc Amandola de Scotia-McLeod d'avoir été avec nous aujourd'hui. Messieurs, ce fut un plaisir. Merci. On aura Merci. l'occasion de vous Et réinviter. je vous dirais, éventuellement. dans le temps des impôts, je suis plutôt pessimiste.
Pourquoi? Je perds mon optimisme. Parce que la facture est trop grosse ou vos clients payent des factures trop grosses? Mes clients, ils peuvent payer ce qu'ils veulent. D'ailleurs, ils me payent bien. D'ailleurs, j'en suis Est-ce très, que très c'est fier. pas votre boulot de les réduire leur facture d'impôt aussi? Je suis pas fiscaliste, moi. Non, moi, je m'occupe de mes choses. Moi, je ne suis pas fiscaliste. Ça, je laisse ça au comptable agréé, au Mais des fiscaliste, planificateurs financiers dont vous faites peut-être partie, est-ce que leur job, c'est pas en partie de... Quelqu'un m'a dit, le comptable, lui, il calcule les pots cassés une fois qu'ils sont cassés. Le planificateur financier, lui, essaie de s'arranger pour qu'il y ait le moins de pots possible qui vont être cassés à la fin de l'année. Mettons, peut-être, mais disons, c'est pas de la façon qu'on travaille. La C'est question deux de points de vue fiscalité, c'est un point de vue différent. La question de fiscalité, je pense qu'il faut être un expert là-dedans. Vous avez des spécialistes dans Puis il ça? faut, quand on est des économistes, des conseillers financiers, personnellement, je ne pense qu'il ne faut pas commencer à jouer aux fiscalistes, puis aux avocats, puis aux comptables agréés. Mais ça ne veut pas dire, évidemment, qu'on doit faire un travail de base. On ne va pas s'en mêler du tout. C'est ça, un travail de bout de Alors doseur. voilà, je vous répète le nom des deux compagnies où vous avez peut-être une cote de crédit sans le savoir et que vous auriez peut-être intérêt à aller vérifier. On va vous expliquer dans le bouquin de Sylvain Paquette, une face cachée des bureaux de crédit, comment faire pour aller corriger ça éventuellement et savoir si vous avez une cote de crédit à quelque part dans un bureau. Et les deux bureaux de crédit les plus connus ici au Québec, semble-t-il, sont Equifax et TransUnion, où vous pourriez avoir plein d'informations là-dedans aussi pour vous dire comment faire pour vous débrouiller avec ça. Vous ne saviez peut-être pas, mais il n'y a pas seulement qu'à la police provinciale que vous avez des points de mérite et des points de démérite. Vous avez un peu le même système dans le crédit, sauf que si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas le corriger. Voilà. Alors, merci à l'équipe technique qui a fabriqué cette émission. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine et à la prochaine. Au revoir.